acide acétylsalicylique 0,330 g, glycocol 0,100 g, vitamine C 0,200 g. Un millilitre de chlorure d'ammonium solide, NH4Cl solide, dans une éprouvette, ajoutez 5 ml d'eau du robinet. Vous allez remplir cet imprimé C373, le formulaire AK28 et ce formulaire type AK329. Vous n'oubliez nulle part vos numéros d'immatriculation, sinon votre dossier sera incomplet. Vous nous renvoyez tout ça sous 48 heures et sous la référence YK3328. Oui, bien sûr. Deux corseurs, lorsque leur distance diminue de 10 à 5 cm, la force qui les repousse est de 3 newtons. IBM 1415 plus 18, ITT 164 10 plus 0,70, Philips 50 80 moins 0,55, Schlumberger 300 plus 3, Siemens 521 plus 6. Comparaison entre le cerveau humain et le calculateur. Le taux de transfert d'informations. 10-30 bits par seconde tapé à 200 mots par minute. Bon, je vais prendre l'Express 3757 qui part de Paris-Montparnasse à 8h23. Il arrive au Mans à 10h20. E101, E102, E330. Partons par exemple de HP de 16 ohms. Montons 4 en parallèle, on obtiendra 4 ohms. Avec 4 groupes de 4 ohms, on obtiendra en les montant en série encore 16 ohms. GRS, NAO, XYB. Plus significatif encore sont les graphiques 7, 8, 9 qui montrent la variation du profit. 5544, 10 puissance moins 5, 549,72, 708,15, 600 000. Sous référence aux années 63 et 69, les profits ont augmenté de 400%. À 3h10. Le train 7243 de Lille arrive gare du Nord, quai numéro 5. Et j'arrive à Paris 7, m'inscrire à l'UVQA 423, tour 3343, P521. La secrétaire me demande mon numéro de carte. Ton numéro INSEE, ta date de naissance 3945 à 75019 dans le bloc 4 du HLM 23. Bon, faut pas t'affoler, bébé. Viens t'asseoir, viens t'asseoir. Viens m'aider à éplucher les patates. Moi, je vois ce que tu fais, tu apprends beaucoup de choses, tu entasses. Ah oui, ça, j'entasse. L'âge de la pyramide de Khéops, la température du soleil, la forme impérative du verbe sursoir, la tension artérielle de l'iguane. Faut pas t'affoler, bébé, hein. On va voir un petit peu, hein. Tiens. On va se reposer un petit peu. Ouais, moi aussi, j'ai entassé des informations de toutes sortes. Je ne comprenais rien, ou du moins je mélangeais beaucoup de choses. Après les avoir péniblement apprises, j'oubliais tout. Enfin, tout ça c'est de la foutaise. Il ne s'agit pas d'entasser des connaissances, mais de les organiser, d'aménager. c'est de forêt profonde dans un jardin japonais. Eh oui, sinon petit poussé, tu te perdrais dans cette Oui, mais forêt. dis donc, tu veux m'apprendre à semer des petits cailloux. Mais oui. Il faut rechercher surtout des méthodes d'organisation des informations, des connaissances. Et des méthodes comme ça, il y en a quelques-unes. Malheureusement, on les enseigne trop peu, ou alors séparées de toute pratique, ou alors elles servent de connaissances en plus. Oui, je sais ce que tu vas dire. Mais qu'est-ce que je peux dire? Tu vas parler de l'informatique. Les cartes perforées, les programmes, les calculatrices, des chiffres. Ben non. Oh, et puis les machines, on met des chiffres à l'entrée, et à la sortie encore des chiffres, on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Et puis, l'accès à la machine, ça vaut des sous.
Moi, les calculatrices, ça me fait penser à la pitié dans la Grèce antique. Esprit de l'ordinateur, es-tu là? Oui, je suis là. Que fais-tu là? Je me fais adorer des foules menées par leurs technocrates. Non, 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 je ne veux pas te parler de l'ordinateur, au contraire. Je veux te parler d'une méthode que tu peux utiliser toi-même en vérifiant tout, où on voit toutes les choses se mettre en place. Et je crois que je t'avais déjà parlé d'une méthode comme ça. La graphique. Tiens, viens à côté. J'ai encore quelques cartons, je vais t'expliquer ça. Ouais, mais je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que tous ces petits carrés noirs et blancs? Mais faut pas t'affoler, bébé. Pour t'expliquer cette méthode d'organisation des informations, je vais prendre un marché. Bon, imagine un marché que tu veux comparer les produits en qualité, en prix. Bon, tu comprendras que tu as intérêt à regrouper tous les commerçants qui vendent à peu près les mêmes produits, les produits semblables. Bon, comme commerçant, on va prendre Pierre, Alfred, Auguste, Auguste, Balthazar, oui. bon, Paul. Bon, ça fait 7 commerçants. De Pierre à Jean, ça fait 7 commerçants. Donc 7 lignes. Et comme produit, on va prendre 10 produits. Voilà, des pommes de terre, des poivrons, jusqu'à des raisins, ça fait 10 colonnes. Quand Alfred vend ici des navets, on met une case noire. Quand Auguste ne vend pas des carottes, on a une case blanche. Si tu t'intéresses à organiser un marché ou un marché d'une ville où il y aurait, je ne sais pas, 1000 commerçants et 10 000 produits, ça deviendrait tout de suite énorme. Oui, mais je suis d'accord, mais enfin, comment tu vas faire pour organiser tout ça? Eh bien, la méthode que je vais t'expliquer est une méthode rationnelle. Dans le cas simple qui nous occupe, c'est une méthode binaire, par oui ou par non. Tiens, ça me fait penser à quelque chose. Ah, quoi donc? À Hamlet de Shakespeare. Être ou ne pas être. Donc, il y a 7 commerçants et 10 produits. Je vais essayer de remplir toute la première ligne. Pierre ne vend pas de pommes de terre, case blanche. Pierre vend des poivrons, case noire, etc. Et ensuite, j'arrive à remplir tout le tableau. Oui, mais avec ce tableau, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va essayer de diagonaliser. Diagonaliser. Oui, tu te rappelles qu'on essaye de grouper les commerçants qui vendent à peu près les mêmes produits. Je vais arriver au résultat. Voilà. Là, c'est bien diagonalisé. En gros, tu vois que tous les doigts sont sur la diagonale. Pas tout à fait. Pas tout à fait, c'est sûr, mais sur un marché, il n'y a pas de loi mathématique comme le théorème de Pythagore ou les racines de x de plus b x plus c. Regarde Jean et Paul, ils sont prêts ici. Et ils se trouvent autour d'une diagonale. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils vendent à peu près la même chose. Oui, d'accord, mais alors regarde, René et Pierre. Ils sont très éloignés. Ah! Mais c'est parce qu'ils vendent des objets très différents. Bon, alors, qu'est-ce que tu vois comme loi générale là-dedans? Disons que Jean et Paul sont voisins, très ressemblants même par les objets qu'ils vendent. De même que René et Pierre sont à une grande distance. Mais pourquoi tu dis distance? Tu penses à une vraie distance qui existerait entre deux points sur le tapis? Ben c'est ça, on a établi une distance, une topologie entre les commerçants. C'est-à-dire que deux commerçants comme Jean et Paul qui sont proches sur ce graphique, ben on va mettre leur stand proche sur le marché. Donc ça évitera un long parcours à la ménagère. Ah, chère petite madame, la graphique pense à vous. Sinon, je crois que j'ai oublié le ragoût, ça va cramer. Hein. Je crois que ça va cramer. Et à propos de marché, mon but j'ai la tête comme un melon, hein. Bon, je crois que ça va là-bas. Bon, si on revenait à nos moutons. Quoi, c'est pas fini? Mais non, c'est pas fini parce que, regarde, je t'ai expliqué comment on passait de là à là, mais je t'ai pas dit comment. Reprenons le tableau de départ. Comme tu vois, poivrons et poireaux sont placés n'importe comment. Ouais. Bon, eh bien, j'aurais pu mettre poireaux ici et poivrons là. Ouais. Ah ouais, en somme, on peut commuter de colonnes. Oui, mais attention, mais en bloc. Hein. En bloc. Ah oui, d'accord, pour ne pas perdre l'information. De même, j'ai mis Alfred ici et René là. J'aurais pu très bien échanger et mettre Alfred ici
Et René là. Ouais, donc on peut commuter en bloc les lignes sans perdre d'information. Je reprends. Donc, on peut commuter en bloc les lignes et en bloc les colonnes. Bah oui, sans perdre d'information. Ben c'est ça. Tu vois, la méthode graphique, c'est tout simplement ce jeu. Bon, après toutes les permutations de lignes et de colonnes, on arrive à ce dernier graphique qui est, comme tu vois, diagonalisé. Bah oui, mais qu'est-ce qui te pousse à permuter? Eh ben, c'est ça la force du traitement visuel. En gros, tu juges du centre de gravité de deux lignes ou deux colonnes, bon, et ça sans faire de calcul. Et ensuite, tu déplaces ou tu rapproches deux lignes ou deux colonnes qui ont à peu près le même centre de gravité. Moi, tu me connais, j'aime pas trop les calculs. Je préfère ça, mon vieux. Une bonne méthode visuelle plutôt que l'ordinateur. Tiens, les voilà. Anne-Marie, bonjour. Salut. Ça va? Ça va. Je regarde quels légumes les commerçants vendent. S'ils vendent des tomates, je mets un noir. Sinon, je mets un blanc. Je permute en bloc les lignes et les colonnes en appréciant le centre de gravité des noirs. En bloc, hein, toujours, pour ne pas perdre d'informations. Mais oui, mais j'arrive à la diagonalisation qui établit des relations de voisinage entre les marchands. Et ce que j'aime bien dans cette méthode, c'est qu'on voit ce qu'on fait. Oui, c'est une méthode à visage humain. Écoute, tout bien réfléchi, ce qui m'étonne, c'est l'absence complète d'informations chiffrées. Cette méthode ne marche pas dès qu'il y a une information numérique. Non, ce que je t'ai montré, c'est le principe fondamental, l'essentiel. Mais cette méthode se généralise très très bien quand il y a des informations numériques. Ça me fait penser. Voilà une revue de consommateur. Bon, tu l'ouvres, qu'est-ce que tu vois? Tu es complètement submergé par des tableaux, des chiffres. Tu n'as aucun élément d'appréciation possible. Bon, par contre, si on te propose une méthode pour réorganiser toutes ces informations, alors là, tu as des éléments d'appréciation possibles. Bon, là, attends. Il y a 20 eaux minérales vendues en France. On analyse la teneur en carbonate, en sulfate, en calcium, etc. Par exemple, Volvic a comme teneur en carbonate 60 mg par litre. Voilà les chiffres. Donc, tu te mets une case noire. Ça veut dire que Volvic contient du carbonate et puis c'est tout. On ne pourra pas la comparer aux autres. Justement, on va faire une partition. On divise l'échelle des teneurs en carbonate, par exemple, en 5 parties. Quelle équivalence. Par exemple, dans la première classe, on met les eaux dont la teneur en carbonate est inférieure à 200 mg par litre. Dans la deuxième, 200-400. Dans la troisième, 400-600. Dans la quatrième, 600-800. Et dans la dernière, tout ce qui est supérieur à 800 mg par litre. Avec un peu de chance, les eaux minérales se répartiront assez bien dans ces catégories. Bah, sinon, on modifie les limites. Oui, mais c'est très imprécis tout Oui, ça. c'est très imprécis, mais tu sais, la plupart du temps, dans les informations numériques, la précision est complètement inutile. Moi, si je te disais que Néandertal est mort il y a 127 millions d'années, le 3 janvier à 5 h du matin. Bon, ben, on divise l'histoire de l'humanité en grandes périodes, préhistoire, Moyen-Âge, etc. Oui, c'est juste. Et puis, suivant la nature du problème, on peut très bien augmenter le nombre de classes, affiner la partition. Bon, reprenons l'exemple des eaux minérales. On va les différencier par des variations du blanc au noir. Bon, tout blanc, gris noir et tout noir. Mais pourquoi pas 5 couleurs différentes? Ah, parce que c'est très difficile de comparer les intensités de deux couleurs différentes et puis deux individus ne voient pas les couleurs de la même manière. Regarde, prenons ces deux cartes. Ces deux cartes représentent le même phénomène, mais avec des correspondances classe-couleur différentes. On ne voit pas du tout les mêmes regroupements. C'est vrai. Ça se sépare horizontalement dans un cas et verticalement dans l'autre. Ben, c'est pour ça qu'on prend des dégradés du blanc au noir et on refait le tableau comme précédemment. Chaque eau minérale a un certain nombre de cases blanches, grises ou noires, correspondant à ces différentes teneurs en sels minéraux. On va à nouveau diagonaliser par échange en bloc
de lignes et de colonnes. Ah oui, on voit bien qu'il y a en gros 3 catégories d'eau minérale. Oui, les fortement minéralisés d'un certain type de sel ici, les fortement minéralisés d'un autre type de sel là, et entre les deux, les faiblement minéralisés. En tout cas, en faisant ce travail, on voit que dans les revues pour consommateurs, on est complètement noyé par les chiffres, les graphiques, etc. Toutes ces informations ne sont pas exploitables directement. On ne peut pas faire de choix personnel. Oui, mais pour fabriquer tous ces graphiques, Oui. il en faut du temps. Mais non, la technique est très au point. On a des petits cubes avec un trou dans un sens pour les lignes, un trou dans un autre sens pour les colonnes, gris, noir, blanc. À propos, la méthode pratique, est-ce qu'elle s'utilise pour des problèmes réels, concrets? Ah, mais tout à fait, je ne sais pas. En histoire, en sociologie, en politique, ou un peu partout. Et même dans les sciences dites exactes, comme la chimie par exemple. Ah oui, en chimie? J'aimerais bien savoir ce que ça donne, parce que tu sais, pour moi, la chimie, c'est un fatras de connaissances. Je vois ça comme... Comme le fer à son aimant qui l'attire par un amour invisible et merveilleux. Notre or possède aussi un aimant qui est la première matière de notre grande pierre. On vient de voir une suite de réactions, passons au bilan énergétique. Le glucose en présence d'oxygène donne gaz carbonique, eau et bien évidemment 673 kcal. Oui, la chimie c'est un peu ça, enfin disons que c'est enseigné comme ça. Enfin, tu vois, des graphiques, des résultats, des chiffres, et puis après l'examen, alors vraiment plus rien. Disons que la chimie c'était au début comme ça. Et puis un jour... Un jour? Un jour, Mendeleïev est arrivé. Mais c'est un peu comme Moïse avec ses tables. Alors, Mendeleïev a fait de la graphique sans le savoir. Il a utilisé les propriétés connues à l'époque, c'était vers 1860. En ce temps-là, on connaissait le fer, le calcium, etc. Et il a fait une classification par analogie en famille chimique. Et cette classification a servi de fondement à la physique atomique moderne. Mais c'est intéressant. J'aimerais bien voir ce que ça donne, cette méthode. Bien, si tu veux, on va retrouver le tableau de Mendeleïev en utilisant les propriétés connues maintenant. Et je vais te montrer ça. Donc, Bon, alors... Avant, je comprenais rien. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux, je commence à piger. d'abord, il y a un travail bibliographique à faire. On doit collecter ce qu'on sait sur les éléments chimiques. On doit aussi trier les paramètres qui semblent les plus significatifs. Pour Mendeleïev, comme tu vois, on a choisi des paramètres physiques quantitatifs, par exemple la température de fusion, le numéro atomique, et des paramètres qualitatifs qui représentent, si tu veux, la réactivité chimique. Alors pour chaque paramètre, voilà l'histogramme des points de fusion. Pour chaque paramètre, on fait des classes. Ainsi, pour le point de fusion, ça va du 0 degré absolu à 4000 degrés absolu. Bon, faisons 5 classes. Bien entendu, on pourra aller jusqu'à 11 classes. Alors, une fois qu'on a codé toutes nos informations, on réalise la matrice que voici. Alors, sur les lignes, on a les propriétés comme température de fusion, électronégativité, action de l'azote, et sur les colonnes, on a les différents éléments, argon, hydrogène, etc., classés par ordre alphabétique. Ah, dis donc, l'ordre alphabétique pour le classement des éléments, c'est pas une merveille. Non, mais a priori, on n'en avait pas d'autres. Alors, on va tenter de diagonaliser en bloc les lignes et les colonnes. Et voilà le travail terminé. Oui. En gros, dans la partie haute du tableau, c'est diagonalisé, mais en bas, c'est plutôt cafouilleux. Effectivement, c'est pas une réussite globale. Mais en haut, les éléments sont regroupés surtout suivant leurs propriétés thermodynamiques, tandis qu'en bas, les propriétés comme la masse atomique sont désordonnées. Ça montre qu'il y a des propriétés ici qui n'ont pas l'air d'être corrélées avec celles-là. Oui, c'est juste.
D'ailleurs, on pourrait s'arrêter là. Mais non, c'est pas terminé, ça ne va pas en bas. Et on va essayer d'ordonner le tableau du bas. Pourquoi? Pour voir. Bien entendu, le petit tableau est solidaire du grand par les tringles. Mais alors, on va briser la diagonalisation du grand, on va ordonner le bas et mettre la pagaille en haut. Oui, bien entendu. Mais de toute façon, on prend une photo intermédiaire de l'ensemble pour garder une trace. Et voilà, le travail terminé. On a ordonné le bas suivant le numéro et la masse atomique. Et on a mis de côté les deux paramètres qui se rangeaient mal. Et qu'est-ce que tu remarques en haut? Ah, ça c'est fort. Je m'attendais à trouver le désordre complet et pourtant on voit des vagues. Eh bien justement, c'est là qu'on retrouve la fameuse classification périodique des éléments de Mendeleïev. Chaque vague correspond à une période de la classification. Tu distingues d'ailleurs 3 groupes. C'est-à-dire qu'il y a 3 groupes de paramètres. C'est grossièrement ça. Maintenant, reste à comprendre le sens de ces regroupements, et c'est là que commence la chimie. Josette. Josette, Oui, tu as les cheveux frisés, oui, les yeux bleus. oui. Combien de dents? 31. J'en ai perdu l'année dernière. Ça va, ça va. À quoi tu joues? À la bataille navale? C'est un peu ça.